nous sert de cadre. Merci à tous. Vous vous installez toujours à mes côtés, Luc, Samuel et Armel. Et nous allons donc parler de l'urbanisation anarchique constatée dans la COSA 2. Et puis zoom sur la commune COSA 2, réalisation, défis et perspectives. On va en parler avec M. Aliki Dissaïso, conseiller municipal. Bonjour. Bonsoir, Monsieur Aliki, vous allez bien? Oui, je vais bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Installez-vous. Merci bien. Merci beaucoup. Voilà, et dans la dernière partie, vous aurez bien naturellement un show avec un artiste de la chanson. Sans oublier des cadeaux à distribuer à nos charmants amis qui sont là. Voilà, pour assister à cette émission. On fait de la télé 3.0 en région commence maintenant. Eh bien voilà, merci encore une fois. Eh bien l'émission commence avec bien naturellement l'équipe Choc. Luc, bonsoir. Bonsoir Magloire. Ça va? Ça va. Non, raconte-nous un peu ton séjour. Oh, jusqu'ici c'est un séjour très très plaisant. Il faut dire que je suis chez moi. Je me permets de redécouvrir chez moi, de voir ce qui est fait, l'évolution sur ces dernières années, de constater en tant que journaliste, pas comme fils du milieu, mais en tant que journaliste, même si l'évolution est constatée, il reste encore des défis à relever. Très bien. Voilà. Bonsoir Samuel. Oui, Magla, bonsoir. Ça va? Je vais être très bien et on dit souvent on se sent mieux chez soi qu'ailleurs. Et là, c'est la preuve parce que depuis qu'on est là, c'est un merveilleux séjour. C'est de qui déjà? Bon, c'est de Samuel. je préfère. Il ne faut pas usurper les citations. Hein? Ok. Bonsoir Armel. Bonsoir Magloire. En forme? Oui, en super forme. Repos. Très bien. Voilà, à la découverte de la commune COSA 2, mais avant, M. Aliki Dissaïso, conseiller municipal, vous représentez votre maire sur ce fauteuil rouge. Merci d'être là. Vous allez bien? Oui, bien, M. Magla. Super. Oui. Et la population de votre commune? Elle se porte bien. Le développement dans votre commune? En cours. En cours. Bon, là c'est mieux. Allez, très bien. Ce qu'on va faire d'entrée, on va permettre à ceux qui ne connaissent pas forcément la zone, ceux qui ne connaissent pas forcément la commune, de la découvrir. C'est bien avec la... En tout cas, ça porte la signature de Samuel et de Luc. On regarde. C'est une commune pas comme les autres. La COSA 2 dispose de plusieurs sites touristiques répartis dans les 7 cantons qui la composent. Il s'agit notamment du parc animalier et le mausolée de Sarkawa, des sols pavés d'Aoudina, de la place des martyrs de Piarodo, du barrage de la COSA et du musée Eyadema. Essentiellement agricole, la population est estimée à 46 600 habitants, soit 214 habitants par kilomètre carré pour une superficie de 314,78 km². Elle est aussi imprégnée dans les rites Evala et Akpema. Depuis les élections locales de juin 2019, COSA 2 est dirigée par 11 conseillers, dont 3 femmes. Monsieur le conseiller, comment ça se fait? Sur 11, on ne trouve que 3 femmes. Oui. Ah ouais? Comment ça se fait? C'est assez fait. Non. Non? Vous c'est trouvez pas que assez. il n'y a pas assez de proportion de femmes? Ouais. Là, ça fait 27% contre son 13%. Je pense que c'est le jeu politique et puis voilà, c'est la configuration, l'aspiration ou le choix donc, de nos concitoyens au sein de la commune COSA 2. Ok, d'accord. Et vous avez donc suivi la présentation de votre commune. Elle a été fidèle ou pas? Oui, fidèle. Je voudrais d'entrée vous dire merci et signifier ici donc que je représente Madame le maire qui voudrait être à cette rencontre d'échange et de communication, mais empêchée à la dernière minute, elle m'a fait l'insigne honneur de la représenter. Donc c'est en son nom
que je me dispose pour répondre donc à tous les échanges de cette soirée. Voilà. Maintenant, Luc et Samuel ont fait donc un tour chez vous. Ouais. Ils ont sillonné et ils ont fait un constat. On va le découvrir ensemble. Ah, d'accord. Et on en parle. OK. Très bien, voilà, allons-y. Le logement, un élément urbain essentiel dans toutes les villes du monde. Il peut être réalisé et possédé de différentes manières. Au Togo, la population est animée d'un vif désir d'acquérir un terrain pour construire sa propre maison d'habitation. Ce désir ardent d'avoir son propre chez amène la majorité des citoyens à construire sans obtenir les permis de construire. Un phénomène qui contribue dans certains cas à la montée d'une urbanisation anarchique. Le phénomène est criard dans la commune Koza 2. Les dispositions à prendre avant de construire une infrastructure ou une maison ne sont malheureusement pas respectées, ce qui entraîne l'élévation des habitats à des endroits inappropriés. La population, certes, peut vouloir éviter le processus d'acquisition formelle du droit de construction, mais il serait idéal pour la collectivité locale d'en mettre vigueur. Présence vive de ce phénomène dans la Koza 2, l'urbanisation anarchique ne peut qu'absorber le développement de la commune. Une question de conscience au niveau de la population ou une question de responsabilité de la mairie, suivant les différents avis sur le plateau. Voilà, c'est vrai qu'on rencontre en tout cas ce phénomène dans d'autres localités, mais vous avez donc fait le constat. On en parle. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, Luc? Je crois qu'il faut d'abord situer les responsabilités qui sont partagées. Parce que quelque part, toi, citoyen qui construis, tu dois savoir qu'il y a des normes à respecter. Et l'autorité ou du moins le pouvoir qui dirige ou qui coordonne les actions dans la commune est censé aussi contrôler ce qui se fait. Les citoyens qui ne respectent pas les lois ou les normes, on doit les rappeler à l'ordre. Et ce rôle revient aux communes ou aux préfectures. Et dans ce cas express, je crois que ce sont les communes qui doivent commencer d'abord ce travail avant que le relais ne soit pris par la préfecture et d'autres institutions adaptées. Et nous avons eu la chance de faire le tour. C'est un peu choquant de voir à des endroits donnés des constructions de 2 niveaux et juste à côté de voir des constructions très bas où peut-être celui qui est au 2e niveau a la possibilité de voir celui qui est en train de se doucher. Les gens n'ont pas les mêmes moyens. Oui, mais mettons ceux qui ont les mêmes moyens ensemble. Et ça permet d'éviter ce genre de désagréments. Vous imaginez, vous êtes dans une maison à tôle où il n'y a pas 2 niveaux. Vous n'avez pas les moyens de couvrir vos toilettes. Quelqu'un est sur 2 niveaux et ouvre son balcon sur vos toilettes. Vous imaginez le désagrément que ça crée. Votre femme ou vous-même, vous vous retrouvez dans la douche ou aux toilettes et l'autre regarde du cinéma cadeau. C'est désagréable et je crois qu'à un moment donné, il faut responsabiliser les choses. Ceux qui ont les moyens des 2 niveaux, qu'on les mette ensemble. Ceux qui ont les moyens d'un niveau, qu'on les mette aussi ensemble. Et ça permet de créer une ville très belle, harmonieuse et ça permet aussi d'impulser le développement. Très bien. Voilà, justement, moi je pense qu'il ne faut pas critiquer pour critiquer, d'accord? Et c'est vrai, la remarque, elle est là. Mais je me dis que les gens, la population agit par ignorance. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a des personnes qui ne savent pas que avant peut-être de construire, il y a peut-être des démarches à faire pour acquérir le permis de construire. Justement, je rejoins là où Luc est en train de parler des maisons à des niveaux et au même moment, vous allez retrouver des maisons très basses à côté. Je me dis oui, c'est vrai, ça existe, mais il va falloir sensibiliser la population pour qu'ils puissent comprendre en réalité comment est-ce qu'il faut construire pour arriver à une urbanisation, je vais dire, normale. Voilà, parce que le désir en fait du Togolais, tout le monde a envie d'être, en tout cas, dans sa maison et tout le monde veut construire. Donc, on fait tout pour avoir son petit terrain pour construire et tout de suite, on oublie en fait toutes les mesures qui sont autour de
de la chose en fait. Donc moi je vais plutôt dans le sens de sensibilisation. Il va falloir que les gens comprennent en réalité quelle est vraiment la procédure s'il faut construire pour avoir une meilleure ville. Voilà. Oui, Arnaud, le sujet. J'ai pas trop compris ce que là où vous voulez en venir, Samuel, parce que sensibiliser sur peut-être le fait d'avoir un permis de conduire, de construire plutôt, est vraiment indispensable. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que si moi j'ai le moyen d'avoir une maison à 2 niveaux, 3 niveaux, pourquoi est-ce que je dois me déplacer ou pourquoi est-ce que je dois avoir juste un niveau parce que mon voisin a un niveau? Ok, Armel, je t'explique. Attends, Non, laisse-moi Samuel, finir. s'il te plaît. Laisse-moi finir. En fait, il faut aussi tenir compte de la situation, de la géographie. Parce qu'il y a la localité de Koza, il y a certains endroits, c'est sous une colline, après c'est sur la colline, il y a un plateau, ainsi de suite. C'est ce qui fait que même quand quelqu'un qui est sur la colline fait un niveau, il est surélevé par rapport à toi qui es en dessus. Voilà. Maintenant, quand Luc, par exemple, dit qu'il faut sensibiliser, mettre ceux qui construisent à 2 niveaux à un endroit, c'est vrai que ce serait bien. Côté cartographiquement, ce serait pas mal. Géographiquement, ce serait bien. Ce sera joli. Mais je pense que nous ne sommes pas encore à ce niveau. Parce qu'on ne peut pas demander à tous ceux qui ont envie de construire des maisons à 2 niveaux de se rassembler à un endroit, ceux qui ont à un niveau de se rassembler à un endroit. D'autant plus que chacun essaie d'acquérir les terrains là où il peut. Donc, venir essayer de mettre en case, ça va être vraiment un peu compliqué. C'est juste mon point de vue. Il faut commencer quelque part. Ceux que nous voyons qui sont arrivés aujourd'hui à le faire, même en Afrique, ils ont commencé quelque part. Le développement a un prix. Oui, en mais fait. il faut avouer que même à Lomé, on Oui, je suis parfaitement d'accord. Mais le développement a un prix. C'est ce que nous devons savoir. Je crois qu'on a sillonné les rues. Ce que les gens nous ont dit, je me permets de piétiner un sujet qui va suivre. On nous dit par exemple que les voies sont étroites, qu'elles ne sont pas larges. Mais c'est avec regret qu'on va constater que peut-être dans 1 an ou 2 ans, qu'on va vouloir réhabiliter ces voies-là, on va les refaire sur les mêmes mesures, en oubliant que la population est en train d'accroître. Qu'à un moment donné, il va falloir élargir. Mais on ne pense pas à cela. Le développement a un prix, le développement a un coût. Et je crois que dire qu'on ne peut pas caser les gens, on peut caser. Si tu as l'argent d'acheter un demi-lot à 3 millions, il y a des parcelles qu'on peut acheter à 3 millions. On casse tous ceux qui ont les moyens d'acheter des logements ou des terres à 3 millions dans un endroit. Et ceux qui ont les moyens d'acheter un terrain à 6 millions, on les case aussi dans un autre endroit où ils peuvent construire à un niveau donné. Et ça permet, d'abord, il y a la sécurité aussi là-dedans. Il y a aussi le niveau sécuritaire. Tu as abordé un aspect où tu dis quelqu'un qui veut construire 3 niveaux n'a pas besoin d'aller voir l'autorité. Non! Cette personne a besoin d'aller, s'il te plaît, cette personne a besoin d'aller voir l'autorité parce que tu ne te dis pas parce que j'ai les moyens, je peux élever ma maison à 4-5 niveaux. Non, mais celui qui est à côté de toi a besoin de se sentir en sécurité. C'est de l'anarchie en ce moment. Bien sûr, le passant aussi a besoin de se sentir en sécurité. Très bien. D'où la nécessité du permis de construire. Monsieur le conseiller, voilà, ce constat fait, vous l'avez aussi fait, certainement. Oui. Je ne sais pas, vous partagez les avis sur le plateau ou le vôtre, c'est lequel? Oui, merci bien. Je dois préciser que nous sommes dans un nouveau paradigme qui imprime donc une compréhension de la chose avec l'attitude qui doit suivre. Et comme tel, tous les ingrédients ne sont pas au rendez-vous. Je veux dire, tous les paramètres que cela requiert ne sont pas au rendez-vous. Donc c'est pourquoi il peut y avoir encore des écarts dans le constat, ce qui explique tout ce que vous venez de dire. Sinon, en la matière, on reconnaît aux Togolais qu'il aime habiter chez soi. Bon, c'est une ambition noble, mais aussi que cela soit fait dans une organisation donnée, parce que nous avons une obligation, ou du moins nous avons une ambition, celle d'avoir une belle ville. En matière d'urbanisation, nous avons une responsabilité que d'orienter donc les concitoyens dans la construction, comme cela se doit. Donc, comme cela n'a pas encore pris, vous comprenez que les gens soient à l'écart et qu'ils continuent par se comporter comme ce fut le cas par le passé. Actuellement, le travail se fait sur le terrain, histoire donc que les uns et les autres soient sensibilisés, qu'ils comprennent que les choses ne doivent pas se passer ainsi, parce qu'il y a une nouvelle donne avec des orientations qui suivent. Très bien. Donc c'est ce qui peut expliquer l'écart que vous constatez sur le terrain.
Donc, on peut retenir une chose, le travail se fait sur le terrain. Le travail se fait sur le terrain. Voilà, il vous faut peut-être un peu de temps pour... comment Pas seulement à nous, mais vous voyez, c'est-à-dire que c'est un sujet qui emballe toute la population. Moi, c'est des interactions à la tête. Donc, nous avons l'orientation, mais aussi que nos concitoyens comprennent la chose pour qu'ensemble, on joue le jeu comme cela se doit et que les résultats se présentent comme il le faut. Très bien. Oui. Très bien. Super. Le conseiller l'a dit. Peut-être on va leur donner un peu de temps. On reviendra dans 1, 2 ans faire le constat. Oui, pourquoi pas dans un Pourquoi an. pas. Oui. Allez, super. Merci beaucoup. Et juste après, on va recevoir un invité. Le temps pour nous de dire merci à Armel. Et rendez-vous dans la prochaine commune. Allez, super. Bonne suite. Bonne suite à vous. Ouais, merci beaucoup. Magloire, nous continuons notre visite découverte ici au village Evala 2022. Nous sommes à présent dans le stand du port autonome de Lomé, le premier port ou le premier hub logistique de la sous-région ouest africaine. Nous sommes donc avec Madame Agnala Alaga Akben, chef service relations commerciales au port autonome de Lomé. Avec elle, nous allons découvrir la dématérialisation des procédures dans cette institution. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment se porte le port autonome de Lomé? Nous rendons grâce à Dieu. Et par rapport à votre préoccupation, nous allons dire tout simplement que classé comme premier hub logistique dans la sous-région ouest africaine, le port autonome de Lomé manipule aujourd'hui plus de 29 millions de tonnes de marchandises depuis 2021. Et nous espérons que cette année 2022, on fera encore beaucoup plus. Et pour faciliter justement les opérations de déchargement et de chargement des marchandises, je veux parler des conteneurs et des vracs solides et liquides au niveau du port autonome de Lomé. Le port s'est engagé donc dans la totale dématérialisation de ces procédures d'enlèvement de marchandises depuis le 4 mars 2021. Et à ce propos, nous avons mis en place 2 sites Internet et une plateforme de digitalisation qui nous permet justement de faire de la facturation en ligne. Et ce site est dénommé www.ipaltogo.com. Et ensuite, pour le paiement en ligne, nous avons OZIP, donc www.ozip.com, qui permettent donc justement, ces 2 plateformes permettent aux opérateurs économiques, que vous soyez au Togo, à l'étranger, je veux parler surtout des pays du Sahel, le Burkina, le Niger, le Mali et bien sûr le Cameroun, etc. Vous pouvez donc tout simplement, pour faire passer vos marchandises, les faire facturer, vous connecter sur ces 2 sites. En plus de cela, il est important de préciser que avec la crise sanitaire, cette nouvelle procédure va permettre également à ceux qui sont au loin ou bien qui rencontrent des tracasseries sur notre corridor, par exemple, d'envoyer des coups de fil rapidement à travers nos numéros verts pour faire de la dénonciation ou bien pour rappeler certaines procédures rapidement lorsqu'ils sont confrontés à des tracasseries sur la voie. Il s'agit donc du 80 00 0018 et du 80 00 18 18. Voilà. Alors, nous l'avons compris, le port autonome de Lomé n'est pas en marge de la digitalisation impulsée par la feuille de route gouvernementale. Dites-nous, quel est l'intérêt de cette digitalisation pour les opérateurs économiques qui font confiance au port autonome de Lomé? L'intérêt pour les opérateurs économiques qui font passer leurs marchandises par le port autonome de Lomé, à travers donc la totale dématérialisation de nos procédures, c'est d'accélérer justement et rendre très rapide les procédures. Donc, à partir de votre smartphone ou votre ordinateur, depuis chez vous, que vous soyez au Burkina Faso, au Niger ou au Mali ou dans n'importe quel pays, vous pouvez vous connecter et déclarer tranquillement votre marchandise
et ensuite faire une demande de facturation. Vous pouvez également faire de la réclamation sur facture. À supposer qu'on vous envoie une facture erronée ou vous avez une ligne qui est erronée, qui ne correspond pas réellement à ce que vous avez eu à réaliser sur la plateforme portuaire, vous pouvez donc à distance envoyer votre réclamation en ligne et le service qui est chargé donc de la gestion de cette réclamation vous répond dans les meilleurs délais. Voilà aussi l'avantage, c'est la rapidité et accélérer les procédures. Nous voulons également ajouter que le port, pour accélérer également les opérations d'enlèvement de marchandises, grâce au leadership du chef de l'État, il y a la plateforme industrielle d'Adétikopé qui a été donc inaugurée très récemment et qui fait la fierté du Togo parce que en son sein est logé le port sec. Un port sec, c'est quoi? C'est que dès qu'on décharge une marchandise au port autonome de Lomé, immédiatement, on convoie cette marchandise, que ce soit un conteneur, n'importe quoi, c'est transféré directement depuis la plateforme du port autonome de Lomé vers la plateforme industrielle d'Adétikopé, qui est située à 27 km du port autonome de Lomé. Et en 24 heures, tout est fait. Et le lendemain, maintenant, vous pouvez aller à Adétikopé, récupérer et faire les formalités pour pouvoir faire sortir vos marchandises à destination des pays du Sahel. Maintenant, concernant les marchandises à destination du Togo, vous les récupérer directement au niveau du port autonome de Lomé. Vous n'avez plus besoin d'aller jusqu'à Adétikopé. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Dites-nous, pourquoi est-ce que les opérateurs économiques d'ici et d'ailleurs devraient faire confiance au port autonome de Lomé? Le port, c'est la passion de l'efficacité. Et par rapport à cette efficacité, nous l'avons traduite à travers comment? À travers la construction donc de Lomé Container Terminal qui aujourd'hui a un tirant d'eau de 16,60 mètres pour pouvoir accueillir les navires de dernière génération. Merci beaucoup Madame Agnala Alagan Akbeng, chef service relations commerciales au port autonome de Lomé, qui nous a permis de comprendre les réformes opérées dans cette institution pour s'inscrire de plein pied dans la digitalisation. Nous sommes à présent avec M. François-Xavier Bediham, directeur général de El Shaddai Properties, représentant UPROMA. C'est cela? Oui, disons que directeur général de la société El Shaddai Properties oui. et représentant exclusif de la société Nouvelle UPROMA. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait à Nouvelle UPROMA justement? Bon, puisqu'il s'agit de Proma, en ce jour, UPROMA est une entreprise qui fabrique des produits, disons, ma foi, des machines agricoles que nous mettons à la disposition de la localité et même sur le plan international pour pouvoir accompagner beaucoup plus la communauté villageoise à pouvoir se développer le plus rapidement possible. Alors, quelles sont les machines que vous avez jusqu'aujourd'hui à votre actif? Bon, parlant des machines, éventuellement, nous avons une diversité. Nous avons des spatteuses, nous avons des égraineuses, nous avons des machines même pour la transformation du soja. Et avec ces machines-là, nous avons également d'autres diversités parce que, par exemple, les graineuses, on a deux types. Lorsque vous avez un épi de maïs et que vous le mettez dans la machine, il sépare l'épi des graines de maïs. Et éventuellement, nous avons un autre modèle qui prend en même temps l'épi avec sa peau et il met la peau d'un côté, l'épi d'un autre côté et les graines de maïs de l'autre côté en même temps. Qu'est-ce qui fait la qualité de vos machines agricoles? Bon, en ce qui concerne la qualité de nos machines, je voudrais déjà rappeler ici que les fabrications sont de marque togolaise. C'est des fabrications locales. C'est vrai que nous importons les moteurs pour le moment, mais tout le reste de la machine est fabriqué localement. Pourquoi les agriculteurs devraient vous faire confiance et vous joignez en même temps en ce mot votre conseil ou votre parole de fin? La nouvelle UPROMA n'est pas une entreprise ou alors n'est pas
structure qui est née aujourd'hui. Elle date de plusieurs années et elle a battu son plein. Vous allez aller dans la plupart des cantons, dans la zone de Kara, ou alors un peu plus dans tout le Togo. Les pompes sont Uproma, la plupart des pompes qui sont installées sont Uproma. Plusieurs personnes qui ont fabriqué des maisons à briques aujourd'hui dans la zone et même dans plusieurs endroits dans Lomé, dans le Togo, ont utilisé des presses briques Uproma. Et Uproma vient ici d'une manière ou d'une autre s'aligner dans un des projets phares du président de la République, Faure Gnassingbé. Parce que si vous regardez le PND aujourd'hui, par exemple, il y a eu un grand accent qui a été mis sur l'agriculture. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons plusieurs structures d'appui par rapport à cette agriculture-là. Et nous croyons que Uproma, étant une structure locale fabriquant du matériel agricole, elle se place d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, au centre de l'action agricole. Et elle se range aussi dans tout ce qui est, on va dire, innovateur aujourd'hui, parce que l'agriculture, c'est ce qui nous fait vivre. Merci beaucoup, Monsieur François-Xavier Bediham, directeur général de El Shaddai Properties, le représentant de la nouvelle Uproma. Je crois que grâce à ces explications, vous avez pu découvrir ce que cette société fait en matière d'agriculture, les machines qu'elle met à notre disposition pour une agriculture moderne. Donc pour la suite de l'émission, nous recevons à présent le lieutenant-colonel Egbo Bleza, directeur région nord de l'ANPC. Voilà, lieutenant-colonel Egbo Bleza, merci de nous honorer de votre présence. Vous allez bien? Ça va. Super. Donc, vous êtes le directeur région Nord de l'Agence nationale de la protection civile. Et avec vous, on va donc voir ce que votre institution fait pour aider les populations à se parer contre les risques et catastrophes, on va dire. En termes d'action, il y en a plusieurs en fait, que nous menons. Je dirais plutôt que, bon, il y a deux situations. Il y a des situations, on va dire, pré-catastrophe. Il n'y a pas encore la catastrophe. Pendant cette phase-là, nous menons essentiellement des actions de prévention. Donc, attendez par prévention, la sensibilisation surtout des populations par rapport au risque de catastrophe pour amener les gens effectivement à réduire. En dehors des actions de sensibilisation, nous faisons aussi des dons, surtout de gilets de sauvetage qu'on en a eu à faire, surtout dans les zones traversées par des coupures humides. Et en dehors de ça aussi, certaines zones, par exemple comme sur le Akbenjal, sur le Mandouri, on a eu à faire des dons d'embarcation, ainsi qu'au niveau de l'Oti Sud aussi, sur le fleuve Oti. Il y a eu aussi des embarcations qui ont été mises en place là-bas à Coq-Dur, parce qu'on a constaté que surtout pendant la saison pluvieuse, il y a des crues et la traversée dans ces zones-là n'est pas tellement difficile. Donc ces moyens sont mis en place pour que les populations puissent les utiliser et éviter des chavirements des pirogues traditionnelles que les gens ont l'habitude d'utiliser. Donc en dehors de ça aussi, à titre de prévention aussi, nous faisons des reboisements, on sensibilise, on fait aussi des reboisements pour essayer un tant soit peu de minimiser l'incidence des vents violents sur les populations. Okay? Donc, pour ne citer que ça, en termes de prévention. Maintenant, supposons que malgré tout ce que nous avons pris comme disposition, si la catastrophe, mais si la situation d'urgence arrivait à survenir, là, en ce moment, on fait de la conduite. Okay? Il y a tout un mécanisme qu'on déclenche pour pouvoir venir en aide à la population sinistrée, ou bien la population n'est pas donc sinistrée. Et dans ça, je peux dire qu'il y a par exemple notre bras armé, les sapeurs-pompiers qu'on utilise très souvent. Il peut aussi y avoir une situation d'évacuation des populations pour les enlever d'un milieu
surtout inondés ou bien exposés à une situation d'urgence, vers un milieu beaucoup plus sécurisé. Bon, essentiellement, je peux dire que c'est ce que nous faisons. Très bien. Peut-être pour rappel, hein, votre zone d'intervention, elle couvre les 3 régions? Oui, bon, je le disais tantôt, je couvre les 3 régions. Les 3 régions septentrionales, à savoir la région de la région centrale, la région de la Kara et puis la région des Savanes. Donc c'est la zone de compétence de la direction régionale Nord. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez quand même le sentiment que les populations ont connaissance de l'existence de cette agence? Oui, ça, je peux le dire à 100%. Ok. À 100% parce que, vous savez, il y a de cela quelques années, d'abord je rappelle que la NPC a été créée par décret du PR en 2017. Et surtout quand il y a eu la décentralisation de la direction générale avec la création des directions régionales plus les différentes antennes, on a constaté qu'aujourd'hui, le moindre incident qui se passe dans un coin qui est lié aux activités de réduction des risques de catastrophe, nous sommes tout le temps, nous sommes déjà au courant. À telle enseigne que des fois on se demande, bon, est-ce que ces événements-là existaient avant ou bien c'est avec la création de la NPC que subitement cela a pris de l'ampleur. Tellement les gens connaissent qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a, bon, le conseiller ne me démentira pas. Tout le temps, on reçoit le coup de fil, ainsi de suite. Bon. En fait, c'est que l'ANPC aujourd'hui, je peux dire qu'elle est à 90% connue par les Togolais. Luc? Oui, moi je voudrais savoir quels sont les acteurs qui rentrent en jeu quand il s'agit d'aller au secours des populations en temps de catastrophe, puisque je sais que c'est un travail qui se fait en synergie. Quels sont les acteurs qui rentrent en jeu et comment est-ce que la mobilisation se fait? D'accord. En fait, il y a plusieurs acteurs. Il y a plusieurs acteurs qui rentrent en jeu. Il y a une plateforme, que ce soit nationale ou bien régionale, de réduction des risques de catastrophe. Oui. Et puis cette fois, dans cette plateforme-là, on retrouve la Croix-Rouge, il y a les partenaires de l'affaire sociale, il y a les partenaires en dehors de la Croix-Rouge, il y a le plan, il y a CARE International. Sur le territoire national, il y a les armées, les forces armées togolaises, il y a le corps des sapeurs-pompiers. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'entités au fait, qui rentrent en jeu pour juguler une catastrophe, mais une situation d'urgence. Mais je voulais dire que, en fait, la situation, elle est là, de façon, les composants, les dirigeants sont là de façon générique. Mais lorsqu'il y a une situation d'urgence, au vu de l'urgence, il y a une équipe, un élément qui se met en place pour pouvoir juguler, n'est pas donc la situation d'urgence là. Bon, maintenant, qui décrète cela, ça dépend. Ça dépend. Mais ce que je dis, c'est que la protection civile est sous la responsabilité comme ministère de tutelle, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Donc, lorsque la situation se crée, ça dépend. Le gouvernement voit quelle est l'urgence de la chose et actionne les éléments qu'il faut. Et au vu de la menace, il y a un élément qui prend le lead. Par exemple, un cas simple du Covid que nous traversons actuellement, c'est un cas de santé, c'est un genre de santé. Quand bien même toute la plateforme de réduction des risques de catastrophe est mobilisée, c'est le service de santé qui a le lead. Qui a le lead dans ce domaine bien précis, parce que c'est un domaine purement sanitaire. Et maintenant, tous les autres viennent en appui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Merci. Très bien. Samuel. Dans le processus d'intervention, souvent après un risque, après analyse, peut-être que le risque n'est pas vraiment présent, je me le dis, mais on a constaté en fait que dans le processus d'intervention, souvent ça prend du temps pour venir, en tout cas subventionner les populations qui sont en situation de risque en fait. La réactivité. Ça dépend de quoi? Le temps de réaction, souvent. Ce que vous dites, des fois, bon, je peux dire que c'est le jugement d'un non-initié. Okay? C'est-à-dire, en fait, on a l'impression que ça prend du temps. Oui. Effectivement, lorsque vous êtes dans le feu de l'action, vous avez envie, quand vous secoue très vite, vous voyez le temps très long, quand bien même c'est très court et que les secondes n'ont pas changé. Vous allez trouver ça excessivement long. C'est ça qui se passe. Mais sinon, la mobilisation, elle est effective et puis elle est très rapide. En fait. Je voulais dire que c'est juste une impression que vous avez. Mais en réalité, ça ne prend pas du temps. Ça ne prend pas du temps. Et puis, pour pouvoir minimiser en fait, ce délai d'intervention, comme vous le dites là,
il est mis en place des systèmes d'alerte précoce. Très bien. OK? Donc, ça fait qu'en permanence, on est en veille. On est en veille, on surveille les niveaux. Donc, quand on sent que, surtout pour les inondations, surtout, lorsqu'on sent que le seuil qu'atteint n'est pas donc le cours d'eau dans un milieu donné peut entraîner une situation d'urgence, genre, exemple, une inondation, donc très souvent, on surveille. Lorsqu'on sent que ce seuil-là commence pas à être atteint, on ne peut pas alerter déjà la population. Ça peut aller en bien, c'est-à-dire qu'il y a des crues, ou bien ça peut aller pas donc en mal. Lorsque ça commence par aller en mal, là, en ce moment, il y a des éléments qui sont mis en place pour pouvoir évacuer la population ou bien sur place subvenir n'est pas donc à leurs besoins. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mécanisme, il y a un système d'alerte précoce qui est là pour pouvoir pour anticiper sur ce genre d'événements-là. Mais en dehors de ça, c'est vrai, alerte précoce, oui, pour des situations qui sont prévisibles, oui. Mais il y a des moments où il y a des situations qui se passent, c'est-à-dire qu'aucun système de prévention ne peut. Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple. Vous avez déjà fait face à une telle situation? Mais par exemple, quand les incendies, les incendies, vous êtes là comme ça dans votre maison, et puis la maison prend feu, ou bien une structure, un service n'est pas dans prend feu. Ça, il n'y a pas un élément pour dire qu'on va précocement. Non, ce que je veux dire, dans l'exercice de. Oui, voilà. C'est pourquoi je vous ai donné cet exemple-là, voilà. d'un incendie par exemple. Il y a d'autres exemples sous d'autres cieux, mais que nous n'avons pas vécu ici. Les tremblements de terre, je vais dire ainsi de suite. Mais ici, le minimum que je peux dire, c'est les incendies. Incendies. C'est une situation d'urgence et ça ne prévient personne. Maintenant, lorsqu'elle intervient, tout de suite, il y a les sapeurs-pompiers qui sont mobilisés avec notre appui pour pouvoir juguler le mal. Et tout le travail derrière n'est pas fait pour pouvoir, un temps soit peu, minimiser l'effet négatif de cet incident-là sur la population. Très bien. Parlons toujours des mécanismes. Est-ce que vous disposez d'un numéro vert pour permettre aux populations rapidement de pouvoir vous alerter? Non, pour le moment, on n'est pas encore au stade du numéro vert, mais on est à un stade un mécanisme d'alerte aussi rudimentaire, mais très efficace, c'est-à-dire qui va en crescendo. En fait, c'est qu'il y a des comités villageois de développement, les CVD, qui sont un maillon essentiel. Lorsqu'ils constatent une situation d'urgence dans un milieu, tout de suite, ils alertent le chef alerte le chef canton alerte le maire, et la municipalité saisit le préfet, et le préfet, en dernier recours, saisit donc la NPC. Mais je vous explique. Ok, voilà. Ne pensez ça pas. me semble un processus un peu. J'arrive. Au fait, c'est que, vous voyez, quand on dit une situation d'urgence, elle est gérable à différents niveaux. Ok. Lorsqu'il y a une situation d'urgence, ça peut être juste un truc minime, que même le village peut maîtriser. Est-ce qu'il a besoin d'alerter le chef? Non. Tout de suite, là-bas, le malaise jugulé, c'est bon. Lorsque la situation dépasse la compétence des uns et des autres, c'est en ce moment que l'alerte va jusqu'au niveau, n'est pas donc de la NPC. Très bien. Sinon, les éléments n'est pas donc de réduction des risques de catastrophe sont à tous les stades donnés. Et chacun, à son niveau, essaye de juguler. S'il est dépassé, il reporte donc le mal à l'échelon supérieur, qui a plus de moyens pour intervenir, ainsi de suite. Sinon, l'intervention commence depuis le bas. Ok. Ce n'est pas, on n'attend pas le haut pour intervenir, mais c'est depuis le bas que ça commence. Très bien. Monsieur le conseiller, une contribution? Oui, une contribution pour dire que l'ANPC, c'est un partenaire de taille. Ils nous accompagnent dans tout ce qu'il faut en la matière. Par leur encadrement, nous avons élaboré un plan de stratégie locale pour le compte de la commune. Donc, comme il l'a dit, le plan comporte donc des stratégies en amont, éventuellement par rapport au cas de sinistre, jusqu'au cas de sinistre et tout ce qu'il faut faire. Donc, on se retrouve bien. Ils sont avec nous et c'est bon. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Oui. Ouais. Allez, peut-être Luc, une dernière. Plutôt saluer cette collaboration qui existe pour le bien-être des populations. Ouais. Très bien. Et c'est quoi la force de la NPC selon vous? Vous êtes au cœur même de la structure, dites-nous. La force de la NPC, l'élément prépondérant mais déterminant de la NPC, c'est le maillage du territoire. Très bien. On ne peut pas dire qu'on a une force, mais c'est le maillage. En fait, nous sommes très... avec le peu de moyens que nous avons aujourd'hui, quand je peux dire que le territoire togolais est suffisamment bien couvert pour que la population puisse nous saisir en cas de difficulté. C'est l'élément essentiel, c'est notre force, c'est tout.
Je ne vous demanderai pas votre mot de la fin, mais plutôt des conseils. Des conseils à l'endroit de ceux qui nous suivent présentement sur la télévision togolaise. Parce que c'est vrai, les risques, ça ne prévient pas. Mais... En fait, les risques sont là. Les risques sont généralement mesurés, connus. Mais c'est la survenance de la situation d'urgence des fois qui ne prévient pas. Donc, moi, en guise de conseil, ce que je vais demander aux uns et aux autres, c'est de suivre effectivement, d'abord de prendre à cœur tout ce qui est sensibilisation liée au risque de réduction des risques de catastrophe, de les prendre à cœur et essayer de les appliquer. Aujourd'hui, la NPC essaye d'inculquer cela à la population à travers le système scolaire. Donc déjà, depuis le cours primaire, il y a des manuels qui sont mis à disposition pour que l'enfant, déjà depuis le bas âge au primaire, commence par grandir avec les notions de réduction des risques de catastrophe. Et ça va jusqu'au lycée. Jusqu'au lycée, pourquoi pas à l'université. Okay? Donc, je veux dire qu'il faut que la population ne prenne à cœur. L'élément n'est pas donc de réduction des risques de catastrophe et que les gens commencent par adopter des comportements citoyens. Parce qu'au fait, aujourd'hui, le gros problème que nous avons, un des gros problèmes que nous avons, c'est l'incivisme. Et c'est ça qui fait qu'une situation qui ne doit pas être une situation d'urgence devient facilement une situation d'urgence. Je vous donne un exemple, le fait de boucher par exemple les caniveaux, le fait de boucher par exemple les caniveaux ou bien les points de passage d'eau, de construire ainsi de suite, ça fait qu'aujourd'hui, l'eau, au lieu de suivre son cours normal dévie et rentre pas donc sur les gens. Alors qu'en temps normal, la quantité d'eau qui est tombée ne devait pas causer de problème. Mais étant donné que le passage de l'eau est obstrué, que voulez-vous? L'eau passe n'est pas donc par un autre moyen. Et généralement debout sur nous. Et on crée qu'il y a inondation. Mais c'est nous qui avons créé l'inondation là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc je vais demander aux uns et aux autres vraiment de prendre à cœur tout ce qu'on leur dit, que ce soit au niveau de la météo, au niveau des bulletins d'information, au niveau des sensibilisations, ainsi de suite, vraiment pour que les gens puissent changer de mentalité. En dehors de ça, aujourd'hui, les gens crient très souvent qu'il y a un vent violent. Oui, les vents sont violents, mais est-ce qu'on a des éléments qui puissent dire que le vent, dans les années 80, a plus de la vitesse aujourd'hui en 2022? Pas tellement. Mais il y a un élément qui a changé. L'élément qui a changé, c'est que quand vous prenez Kara en 1980, Kara était très, très boisé. Très bien. Aujourd'hui, en 2022, Kara est sérieusement déboisé. Donc le vent, un vent de 16 km, disons de 16 mètres par seconde, qui soufflait en 1980 et qui était amorti, par tout ce qui n'est pas donc arbre, aujourd'hui ce vent-là, il tombe directement, n'est pas sur la population. Est-ce que le vent a changé de force? Non, pas forcément. Mais plutôt l'environnement a changé. On a coupé les arbres. Donc, c'est le lieu vraiment d'appeler la population. Aujourd'hui, le chef de l'État a initié, le président, le père de la nation l'avait lancé depuis 1977. Le père de la nation, le chef de l'État aujourd'hui, martèle cela. C'est la campagne nationale de reboisement. Martèle cela encore. Il faut que les gens qu'on prenne conscience de la chose et qu'on ne fasse pas juste pour faire plaisir, pour dire que moi si j'ai mis un arbre à terre, non, mais en fait on met l'arbre à terre, même si c'est un seul arbre, mettez-le à terre, entretenez-le pour qu'il ne devienne pas donc majeur. En ce moment, on peut dire qu'effectivement vous avez contribué, mais si vous mettez à terre, parce qu'il faut mettre à terre et puis après tout, bon, vous barrez et l'arbre reste là-bas, au bout d'une semaine l'arbre meurt et vous avez écrit qu'au 1er juin, que j'ai fait mon devoir en mettant un arbre, vous n'avez rien fait, quoi. Vous n'avez rien fait, et c'est pas intéressant. Donc il faut vraiment qu'on arrête cette vie d'hypocrite vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des réductions de catastrophes et commencer par adopter des comportements sains, des comportements citoyens pour que les conditions de vie ne soient beaucoup plus agréables. Et je vais encore beaucoup plus loin aussi en disant, par exemple, aujourd'hui, il y a le problème des morts liés à la sécurité routière. Ça aussi, ce sont des situations d'urgence. Ce sont des situations d'urgence qui peut même déboucher un jour, si une situation n'est pas donc de catastrophe. Il faut que les gens prennent conscience de tout ce qu'on met en place au niveau de la sécurité routière, que les gens l'adoptent. Quand vous voyez un monsieur ou bien quelqu'un qui est sur une moto avec le casque sur le siège et il roule la tête nue, on ne sait pas quand est-ce que l'accident va survenir. Et si l'accident survient et que vous atterrissez la tête le premier, vous voyez à peu près ce que ça apporte, n'est pas donc comme désagrément, aussi bien à vous
qu'à toute la famille et par ricochet à tout l'État togolais. Ce n'est pas bien. Donc vraiment qu'on prenne à cœur tous ces éléments qu'on injecte en rentrant dans le cadre des réductions des risques de catastrophe, qu'on les prenne à cœur, qu'on s'en fasse sien pour que demain puisse être meilleur pour nous tous. Très bien. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Et nous profitons pour passer un bonsoir et surtout un grand merci au ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, le général Yak Damram. Et un bonsoir et un grand merci aussi au colonel Bakayoma, directeur général de l'ANPC. Merci beaucoup à vous, lieutenant-colonel Egbaou Bleza. Je rappelle, vous êtes le directeur régional Nord. Régional Nord, voilà, très bien. Directeur régional Nord de l'Agence nationale de la protection civile. Merci d'être passé sur ce plateau, nous éclairer davantage. Et ça a été vraiment un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Et si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à nous inviter, on répondra toujours. Ah oui, souffrez comme vous. H24, nous sommes disponibles. Ok, très bien. Merci beaucoup à vous et oui, à très bientôt. Merci, voilà, merci beaucoup. Empreinte by Zara Shop est un espace spécialement dédié à l'originalité. Tout pour l'habillement, des chemises de costume, passant par les chaussures et tous les accessoires de mode, le tout de marque Zara, toutes tendances confondues, hommes, femmes et enfants. Empreinte by Zara Shop vous accueille dans son cadre réservé uniquement aux habits pour hommes. Vous y trouverez des costumes vestes complets et en demi-saison de marque Del Papo, des chemises café coton et vous n'aurez que l'embarras de choix. Nous mettons à votre disposition des chaussures de différentes marques avec des finitions exceptionnelles, accompagnées de leurs accessoires pour ceux qui veulent de la haute couture. Tout ceci est disponible et à prix imbattable grâce à la marque BCBG Max Azria. Le glamour s'offre à vous, s'exprime avec force et puissance. Zara Lomé, l'empreinte de la différence. En fait, la Télé 3.0 en région se poursuit ici dans la commune Koza 2 et nous sommes avec le conseiller municipal, en tout cas l'un des conseillers de cette belle commune. Et à présent, on va recevoir Dr Mouzou Palak, qui est le directeur de la communication et des relations publiques à l'université de Kara. Bonsoir, Magloire. Bonsoir. Docteur Mouzou, bonsoir. Oui, bonsoir, Magloire. Vous allez bien? Oui, je vais bien, je rends grâce à Dieu. Et vous-même? Oui, ça va. D'accord. On rend grâce. Ok. Si vous allez bien, comment va l'université de Kara? Elle va super bien. Parce que vous savez que l'université de Kara est la deuxième université publique du Togo, mais la première université décentralisée au Togo. Nous l'appelons première université décentralisée parce que vous savez déjà qu'il y a d'autres universités, des centres universitaires qui seront créés bientôt. Oui. Et les démarches ont déjà démarré dans ce sens. Et l'université de Kara a 18 ans. Oui. Cette année. Donc, c'est l'âge de la majorité. Exactement. Donc, c'est à ce titre que je dis qu'elle va bien. Très bien. Oui. Luc, 18 ans d'existence, elle se porte bien. Vous avez le même sentiment? Même sentiment, je ne sais pas trop parce qu'aujourd'hui j'ai eu la chance de discuter avec quelques étudiants, quelques petits frères et petites sœurs. J'ai eu des doléances. Je leur ai promis de transmettre ces doléances en leur nom. Apparemment, le prix du bus a doublé parce qu'il y avait la Covid entre-temps. Maintenant, les mesures se sont un peu assouplies, mais le coût est resté le même. Et au-delà du coût du bus, il y a quelques petits soucis qui sont aussi observés. Je ne sais pas concrètement qu'est-ce qui est fait pour soulager les étudiants, qu'est-ce qui est fait pour mettre les étudiants dans de bonnes conditions plutôt, pour mieux étudier et devenir les cadres de demain. D'accord. Luc, certainement que ces mêmes étudiants qui te l'ont dit.
n'ont pas révélé d'autres efforts qui ont été faits par l'université. Ok. Puisque vous êtes là, dites-nous. D'accord, parlons-en. Et vous savez que la question de la cherté de la vie n'est pas propre à l'université de Kara. Le conseiller Aliki, représentant Madame le maire ici, sait déjà que l'université de Kara est sur 2 sites et les 2 sites sont distants de 15 km. Donc, entre les 2 sites, il y a des navettes, certes, qui vont, mais on va beaucoup plus au-delà. Et donc, pendant longtemps, l'université de Kara transportait des étudiants d'abord à 50 francs, avant qu'on aille à 100 francs. Et donc, avec la Covid, on est allé encore un peu plus loin. Mais vous savez que si vous, justement, vous venez de Lomé, vous savez qu'à Lomé, le prix du bus est plus élevé que cela. Et gérer... On ne va pas comparer. Non, il faut comparer, justement, parce qu'ils sont étudiants, ils sont étudiants au même titre et payant les mêmes frais que les autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est vrai que le président de l'université de Kara, que je me dois de saluer ici, le professeur Komla Sanda, depuis son arrivée, a voulu en fait que l'université soit au service des étudiants, mais aussi au service de la communauté dans laquelle elle se retrouve. Et donc, le délégué général est présent ici. Et il que peut, nous avons reçu le dimanche dernier. Voilà. Et donc, il peut témoigner et vous dire qu'il prend part à plusieurs réunions de décision au sein de l'université, que ce soit lui, que ce soit le président de la fêtière des associations et clubs estudiantins ou encore d'autres délégués généraux. Ils sont là et puis prennent part à un certain nombre de décisions. Ce n'est pas toujours facile pour une université qui a 22 000 étudiants et qui malheureusement a des ressources très limitées. Donc les universités publiques ont un statut un peu particulier parce que dépendant en fait du budget, principalement du budget de l'État. Et donc l'État fait ce qu'il peut faire même si ça reste insuffisant. Et donc, au sein de l'université, on développe des partenariats, on noue des partenariats et faisant de sorte que certaines choses soient supportées par nos partenaires. Et donc, que ce soit cela pour permettre d'améliorer un peu la vie universitaire au sein de l'université de Kara. Mais au-delà de cela, il y a un certain nombre d'actions qui sont réalisées et pour poursuivre l'ancrage de l'université dans son milieu. Et je vais citer 2 actions majeures. Il y a d'abord la formation au métier. Et la formation au métier est une initiative qui vise à accroître un peu l'esprit entrepreneurial au sein des étudiants. Et cela est fait indépendamment donc de ce qu'ils reçoivent en fait dans les différentes filières qu'ils ont choisies au départ. Et donc ça fait qu'il y a des formations qui leur sont données. Et courant cette année, il y en a eu ici même au Palais des Congrès, il y en a eu à American Corner et il y en a eu aussi au campus Nord dans notre centre de formation en statistique et en planification. Et donc, tout cela pour permettre aux étudiants d'avoir en fait des business plans, donc leur permettant de sortir pas seulement avec leur diplôme, mais ayant des idées d'entreprise pour pouvoir très rapidement créer de l'emploi et embaucher d'autres. Donc ça, c'est un effort qui est fait, par exemple, pour essayer de compenser ces questions qu'ils soulèvent. C'est à raison. Ok, il faut que je le précise, c'est à raison, mais pour l'université, il y a d'autres choses qu'on peut faire pour mieux les aider. D'accord.
Justement, docteur, vous venez de dire que l'université se trouve sur 2 sites. Et l'émission passée le dimanche dernier, nous avons reçu le délégué général qui a fait mention d'une doléance. Et je pense que 18 ans, c'est encore beaucoup. Et je voudrais savoir quel est le lobbying que vous faites en réalité. L'idéal serait peut-être que l'université se retrouve en un seul site. Et pourquoi pas à un site réel, parce que le délégué a fait mention. Aujourd'hui, là où l'université, peut-être nord, voilà, et se trouve, sud, voilà, se trouve et abrite en fait les locaux de l'ancien lit. Voilà. Quel est le lobbying que vous faites pour avoir un site? Le lobbying ne peut pas être fait seulement par l'université de Kara, ou du moins par l'autorité universitaire de Kara. Parce que l'université n'appartient pas au président de l'université, vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il y a des actions qui sont faites à la fois par le président de l'université, mais aussi par les autorités locales et les autorités de la région. Donc, en la matière, il faut citer par exemple le préfet de la COSA qui porte ce projet à cœur également, mais le ministre de tutelle aussi, qui porte également ce projet à cœur. C'est vrai que 18 ans qu'on continue pas à rester dans les anciens locaux de l'ENI, ça pose un problème. Même s'il y a eu quelques efforts supplémentaires pour construire encore d'autres amphis, il y a encore des choses à faire. Donc en la matière, il y a un document de plaidoyer qui a été envoyé déjà au ministère et également lors des rencontres que le président de l'université a eues directement avec le chef de l'État, cela a été évoqué. Et il me semble que lors de sa campagne de 2020, c'était au Palais des Congrès, le chef de l'État a lui-même dit qu'il allait réaliser ce vœu pour la communauté universitaire courant son quinquennat. Vous êtes sûr que ce n'est pas juste une promesse de campagne? Une promesse de campagne? Et vous savez, je suis dans une région où on croit à la parole du chef. D'accord. On croit à la parole de l'autorité. Et nous croyons en cette promesse du chef de l'État. Et nous savons que des choses seront faites. Et pour peut-être vous rassurer, et rassurer aussi les étudiants et toute la communauté universitaire qui nous suit, une première mission est venue de la présidence de la République courant cette année. Ça fait 2 mois que cette mission est arrivée pour évaluer en fait la maquette proposée par l'université de Kara. Et donc, vous le savez aussi que dans le budget de l'État de cette année, il a été prévu quelque chose pour la construction de l'université de Kara et aussi démarrer les travaux à Palimé pour le centre universitaire de Palimé. Donc, nous avons déjà bouclé le premier semestre, mais nous pensons que cela n'est pas passé inaperçu. Certainement que les autorités gouvernementales continueront par œuvrer dans ce sens pour que les travaux puissent effectivement commencer courant cette année. Très bien. Oui. On va conclure. Pour conclure, je voudrais revenir un peu sur les actions qui sont réalisées dans le cadre pour l'ancrage de l'université. Et vous savez que l'université a généralement 3 missions. La première, c'est la formation. Ça, c'est connu de tout le monde. La deuxième, c'est la recherche pour le développement. Et ça aussi, cela est reconnu aux universités. Mais la troisième mission est peu connue. Ce sont les services à la communauté. Et même le slogan de l'université de Kara, c'est une université au service de la communauté. Et à ce titre, en plus de la formation au métier, il y a une interaction que l'université a avec les communautés à la base
et ce pour en fait former les groupements de crédit communautaire et tout cela dans l'optique en fait d'accroître les actions dans le cadre de l'inclusion financière, de la politique de l'inclusion financière que porte le chef de l'État. Donc à ce jour, l'Université de Kara appuie 149 groupements, 100 groupements sponsorisés directement par l'Université de Kara et 49 avec un autre partenaire qui a vu l'expérience qui a été réalisée avec les 100 premiers groupements. Et donc, il s'agit de Compassion Internationale qui nous accompagne. Et nous sommes donc dans la commune COSA 2, dans la commune COSA 1, dans toutes les communes de la COSA, il y a des actions qui sont faites dans ce sens. Je voudrais saisir cette tribune pour féliciter Magloire pour cette émission qui nous permet de nous exprimer, mais aussi de suivre tous les invités et de pouvoir comprendre un certain nombre de réalités. Et en même temps, veuillez transmettre nos remerciements au directeur de la TVT pour cette invitation qui nous a été adressée. Et nous vous attendons encore. Et nous espérons que là, vous allez recevoir peut-être le président de l'université lui-même. Avec grand plaisir. Et pour qu'il puisse lui-même parler de mieux sur un certain nombre de choses. Merci beaucoup. Et transmettez-lui aussi nos remerciements. Et voilà. Ce sera professeur comme la Sanda. Oui. Merci beaucoup à vous. Vous êtes passé sur ce plateau, Dr Mojo Pala, qui est le directeur de la communication et des relations publiques à l'université de Kara. Merci beaucoup. Et juste derrière lui, on va recevoir un ami, Mokhtar Moussa. Il est commerçant, il est nigérien d'abord, il est commerçant. Il nous dira comment il se sent à Kara. Il est bien intégré. Voilà, avec lui, on va donc en parler tout à l'heure. Et le conseiller municipal Aliki Dissaiso est toujours avec nous sur ce plateau. Merci d'être là. Et je salue aussi la présence des étudiants de l'Université de Kara qui nous accompagnent depuis la COSA 1 jusqu'à la COSA 2. Voilà, merci beaucoup. Pour la suite de l'émission, mesdames, messieurs, eh bien, je rappelle que nous sommes dans la COSA 2 et nous recevons maintenant notre très cher ami Mokhtar Moussa. Je rappelle, Nigérien de nationalité, vivant à Kara, il est commerçant. On l'accueille s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Mokhtar, président de la communauté nigérienne ici à Kara. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Vous allez bien? Je vais très bien. Ravi de vous avoir sur ce plateau. C'est partagé. Vous vous sentez bien à Kara? Vous vivez déjà, ça fait combien d'années ici à Kara? Bon, je vis à Kara il y a de cela, je pense bien 21 ans. 21 ans. Je me sens actuellement comme un Togolais. Ah oui. et l'intégration, c'est bien faite? Vous vous sentez, comme vous l'avez dit, comme un Togolais. Racontez-nous un peu vos premiers jours ici à Kara. Bon, j'étais venu à Kara, en fait, c'était dans l'année 2001. J'étais tellement frais. Ouais. C'est pas aujourd'hui, si je peux le dire. Non. Puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui ont grandi devant moi. Ouais. Donc, je vis avec la communauté togolaise, si je peux le dire. Je me sens même mieux que chez moi, si je peux le dire, en un seul mot. Donc, je suis dans le secteur vestimentaire, et dans des accessoires aussi de la mode, comme les parfums, des montres. Au fait, je ne suis pas présenté à Kara, si je peux le dire en un seul mot. Si je peux Allez, le dire. très bien. Tellement il est connu, il n'a plus besoin de se présenter. Voilà. Peut-être Luc. C'est vrai, vous vous êtes intégré aussi facilement. Quelle est votre contribution au développement de cette ville? Très bien. Une très belle question, en fait, qui me va droit au cœur. Puisque, tel que je l'ai dit, je ne suis pas à présenter à Kara, même au sein des autorités. J'ai habillé beaucoup des autorités, et bon, y compris des... Non, les autorités. Non, je ne vais pas détailler, en fait. C'est loin de là.
Donc, au sein de la jeunesse togolaise aussi, je peux dire que j'ai beaucoup contribué puisque j'ai remarqué, au fait, je suis focalisé dans presque, si je peux le dire, dans le vestimentaire masculin. Puisque je regardais, au fait, les femmes s'habillent beaucoup. Donc, je me suis concurrencé avec les femmes. Je me suis dit, les hommes aussi devraient faire comme les femmes. Donc, à base de ça, je me suis focalisé dans les vestimentaires hommes, d'où mes choix sont d'ailleurs très rares. Et c'est ce qui fait ma différence avec les autres qui sont dans le même secteur que moi. Très bien. D'habitude, beaucoup de clients ont eu à me faire cette remarque que quand ils achètent les choses à mon niveau, ils ne sont pas abondants et la qualité aussi, ça tient le coup. Voilà. On ne va pas trop parler, on va juste permettre à ceux qui, puisque Akara, vous êtes connus, maintenant sur toute l'étendue du territoire, pour ceux qui veulent vous connaître mieux ou ceux qui veulent peut-être s'offrir quelque chose dans votre boutique, de pouvoir vous contacter. On va laisser quelques contacts. Bien sûr, je suis sur le 90, 21, 78, 61. Deuxième numéro aussi qui est le 99, 29, 39, 69. Donc le 99, 29, 39, 69. Ou encore 90, 21, 78, 61. C'est ça? Voilà, très bien. Merci beaucoup. Je voudrais aussi faire une petite correction au niveau de cette responsabilité dont vous m'avez offerte. En fait, je fus l'ancien responsable, disons l'ancien président de la jeunesse nigérienne. Ah, c'est pas la communauté? Non, c'est pas la allez, communauté. Très bien, et on corrige là. Donc, ancien responsable jeunesse nigérienne Akara. Très bien, la précision, elle est importante. Merci beaucoup. Monsieur Mokhtar Moussa, je rappelle, commerçant, déjà ressortissant nigérien, bien installé à Akara. Et vous êtes le patron des établissements Mokhtar Mode. Allez, super. Merci beaucoup. On va leur accompagner et juste derrière, on va échanger avec monsieur le maire, non, le représentant, bien, le conseiller municipal Aliki qui est donc avec nous, mais nous invitons l'artiste Héros à nous rejoindre sur le plateau, voilà, pour la suite. Bonsoir Héros, ça va, c'est la forme? Oui, bonsoir. Ça va? Ça va bien. Très bien. Artiste de la chanson, vous avez démarré en 2020. Oui. Donc, ça fait 2 ans que vous êtes dans le métier, on va dire. Oui. Ça se passe bien? Oui, ça va. D'accord. Et vous êtes venu à Akara spécialement pour Evala, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Je suis bien informé. 8 chansons déjà disponibles? Oui. 8 chansons qui sont disponibles, mais c'est en audio, on a seulement que 3 vidéos. Ah oui, 3 vidéos sur les 8 chansons. Oui, c'est déjà pas mal. Et votre morceau phare? C'est Lolon. Lolon? Oui. D'accord. Mais dans cette émission, vous allez nous offrir un petit show. Et ça sera sur quel son? Nous allons premièrement parler de Evala. Et on peut, si vous le permettez, ajouter un peu de Lolon avant de se séparer. On verra bien si le temps nous le permettra. Pour l'instant, vous restez avec nous. On va échanger avec monsieur Aliki de Saïsso, conseiller municipal à la commune COSA 2. Instant invité. Monsieur Aliki de Saïsso, conseiller municipal à la commune COSA 2. Oui. Rebonsoir. Bonsoir, Magoula. Voilà, maintenant on est dans votre élément. Vous représentez Madame le maire et vous faites en tout cas partie de cette magnifique équipe de 11 conseillers. Et dites-nous, depuis que vous êtes à la tête de cette commune, ce qui a changé selon vous? Qu'est-ce qui a changé? Ou rien du tout? Merci pour la question. Quand vous parlez de changement, on peut dire que vous faites allusion au développement. Naturellement. Voilà. Et comme tel, le développement, c'est un faisceau de transformation qui touche
plus qu'un domaine. On peut identifier celui de l'économie, on peut identifier celui du social, on peut identifier la technologie. Bref, c'est un dossier très vaste. Et comme tel, il ne peut pas être l'action d'un seul acteur et aussi, ces résultats ne peuvent pas être perçus de façon beaucoup plus remarquable en un temps si record. Donc c'est pour dire que les acteurs à la base, ce qui a été fait, je peux le dire, les acteurs à la base ont été contactés et restructurés. Je veux parler d'une réorganisation leur permettant d'arriver ou de tendre du moins vers l'optimum de tout ce qu'ils sont en train de faire. Très bien. Ça, c'est clair. Et puis, vous savez, nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de dossiers en ce qui concerne le litige foncier. Oui. Et comme tel, des actions ont été enclenchées dans ce sens pour que ça ne soit pas une entrave au développement dans lequel nous sommes. Très bien. Oui. Voilà, comme vous, Luc et Samuel ont posé la même question à certains. Certains, oui. Dans votre commune, certaines personnes dans votre commune, eh bien, ils se sont exprimés. Oui. Ensemble, on suit l'élément. D'accord. Et derrière, vous nous direz... ce qu'il y a. Vous nous direz ce qu'il y a. Ah oui. Voilà. On y va. Je suis arrivé ici juste pour les Ivala. Et j'ai vu qu'effectivement, il y a un changement. C'est parce que j'ai vu une fois les gens dans le marché de Tichao, vendredi, les jeunes sont venus et ils ont beaucoup sensibilisé les femmes, les jeunes. Bon, que vous voyez, hier là et aujourd'hui là, il doit y avoir un changement. Parce qu'ils ont réuni les femmes qui vendent de la boisson, elles n'ont qu'à se réunir et avoir une femme qui est devant le groupe. En cas de question, elle est touchée. Les jeunes aussi également, les gens qui vendent de la viande, et bon, toute personne qui fait du commerce au marché, disons. Bon. Donc ça, c'est Chaque marché. Oui, chaque groupe doit avoir un responsable. Ce que je voudrais, tu sais, le quartier, il est grand, mais on n'a qu'un seul forage. Les femmes se battent en puisant de l'eau, les enfants aussi également. Donc nous, on voudrait demander si on pouvait nous ajouter au moins un autre forage. Depuis que la mairie a commencé à faire les choses, juste les entretiens sur la route comme ça, c'est ça. Actuellement, là où je suis, je vends ici, là. Je ne paie rien. Je remercie la mairie comme ça. Je remercie parce que je ne paie rien. Dans les marchés comme ça, là, il faut faire les appartements pour les femmes pour qu'ils puissent rester et vendre. Les rues ne sont pas larges. C'est trop coincé et il y a tant d'accidents. Normalement, c'est à la mairie d'élargir les rues. En plus, les dépotoirs, on ne comprend pas. Il n'y a pas aussi les WC. Tout est accompli. Bon, on ne sait pas s'il y a la mairie, il n'y a pas, on ne sait pas comment. Nous allons dire qu'il y a la mairie ou il n'y a pas la mairie. Quand même, ils ont fait quelque chose. Ils ont fait quelque chose à propos des WC publics qui sont en train d'aider les hommes à faire. Et en plus, les petits marchés qu'ils sont en train de construire. C'est ça qui est. Je souhaiterais que la commune soit plus honorable. Si les étrangers viendront visiter, ils vont dire que c'est la mairie qui a fait. Et c'est toujours honorable. Depuis la décentralisation, on a eu les mairies. Avec ces mairies, ce que je ressens personnellement de mon côté, c'est que je vois qu'il y a les poubelles qui dérangeaient, bon, disons, les déchets qui dérangeaient de tous côtés, derrière les maisons, autres là. Je sens qu'avec la présence des mairies, ils ont mis en présence une équipe qui essaie d'aménager, qui essaie de faire l'entretien des trottoirs, des poubelles et autres là. Ça fait que vraiment on sent un peu quand même qu'avec ce temps-là, il y a quand même une amélioration dans ce sens. Et aussi on voit qu'en prenant même nos ruelles, les rues et autres là, il se fait qu'il y a certaines parties où il y a des crevasses et autres là. Parfois vous voyez qu'eux-mêmes piochent
de l'autre côté pour pouvoir remplir certaines parties des rues qui débouchent aussi les caniveaux. Mais ce que personnellement je voulais que ça soit davantage, je ne sais pas, il faudrait vraiment, il y a des travaux vraiment communautaires, au sein de nos communautés qu'il faudrait revoir. C'est juste un échantillon. Oui, réaction? Réaction, oui, merci pour cet élément. Plusieurs aspects ont été évoqués dans la communication qui vient de passer. Les constats ont été faits, mais par endroits, vous allez vous rendre comme si les gens se contredisaient. Pendant qu'ils déploraient certains aspects, ils revenaient pour reconnaître le peu qui est amorcé. Et donc, nous sommes dans un juste processus... que c'est insuffisant. Voilà. Donc, nous sommes dans un processus qui n'est donc qu'à ses premiers pas. Vous voyez, la meilleure approche, l'approche qui a été la nôtre, c'était donc de faire un diagnostic de notre territoire communal pour nous rendre compte des problèmes. C'est vrai qu'il y avait des besoins et autres, mais du moins, le diagnostic fait a permis de les actualiser, d'avoir une ardoise devant nous que nous allons lire et savoir maintenant quelles réponses apporter aux questions qui sont là et quelles solutions apporter aux attentes qui sont là. Donc ça se retrouve à travers le document phare dénommé PDC. Donc je vais dire que parler des rues qui ne sont pas aussi larges et tout ça, là, ça fait donc un dossier de l'aménagement. Il y avait des schémas qui avaient été conçus et ils sont en cours donc de révision ou d'actualisation. Ils avaient été conçus, je dis, pour certains cantons seulement, 2 tout au plus. Maintenant, nous envisageons que si cela peut couvrir tout le territoire communal, ça va être un avantage. Très bien. Donc, dans l'ensemble, les préoccupations soulevées là-bas sont inscrites dans notre PDC. D'accord. Voilà. Très bien. Luc, moi, j'aimerais savoir quels sont les projets qui jonchent votre plan communal en quelques mots, plan de développement communal justement en quelques mots. Merci bien. Vous savez, notre plan il s'articule autour de 4 projets phares qui touchent, il s'articule autour de 4 programmes phares, lesquels sont déclinés en 15 projets qui se retrouvent pour être réalisés dans 100 moins une action, je veux dire 99 actions. Donc ces projets tournent autour donc, de la dynamisation de la mairie à travers donc, le personnel qui y travaille, de l'aménagement donc, du territoire communal et puis de l'amélioration pour un accès aux infrastructures socio-communautaires de base, comme ils l'ont dit. Et puis en plus, nous avons pensé à la transition écologique avec une part de taille pour les dispositions pour une résilience par rapport à tout ce qui entoure ou accompagne le changement climatique. De façon ramassée, voilà donc ce que je peux dire. Je vais ajouter que le PDC, nous ne l'avons pas encore vulgarisé. C'est normal que les gens n'aient pas ou qui ne soient pas informés donc, du travail qui a été fait et qui s'inscrit dans la solution que le Conseil envisage pour la communauté de COSA 2. Donc on peut comprendre cela et très prochainement, lorsque nous serons à la vulgarisation, tout le monde sera au parfum de ce qui a été fait après la collecte des données faite sur toute l'étendue du territoire communal. Et maintenant, ensemble, nous partirons chercher les moyens pour donner corps à tout ce programme. Très bien. Voilà. Oui. Très bien. Et on sait aussi que l'agriculture est l'une des activités des populations locales. Vous faites quoi justement dans votre commune pour les aider à mieux développer cette activité? Justement, il faut que cette activité maîtresse qui absorbe une part importante de la communauté, afin de la population active, soit réorganisée. Il faut qu'elle soit productive et qu'elle permette donc aux acteurs qui sont dans le domaine donc, de pouvoir avoir une plus-value. Vous comprenez? C'est pourquoi dans un premier temps, le secteur a été comme restructuré, redynamisé. Il faut regrouper les acteurs par filière. Sur le territoire communal, on peut relever entre autres des filières comme la filière du maïs, la filière du soja, la filière du riz, et pour ne pas perdre de vue l'élevage fait au niveau des petits ruminants. Donc pour chacun de ces secteurs, il faut apporter, disons, l'itinéraire ou le savoir-faire technique en la matière, afin que le travail qui se faisait hier dégage un rendement meilleur de nos jours. Donc l'organisation à la base est là. Nous avons des structures déconcentrées du ministère de l'Agriculture avec nous, lesquelles apporteront de temps à autre la compétence technique pour que les choses soient améliorées.
Je vais ajouter que des espaces soient aménagés en termes de ZAP. L'ambition, c'est de pouvoir installer une ZAP dans chaque canton. Et je précise que nous, dans COSA 2, nous avons en tout 7 arrondissements, 7 cantons. Et donc, imaginez que des espaces à superficie de 100 hectares, par exemple, soient aménagés dans chacun de ces cantons. Vous imaginez. C'est possible. Oui, oui, bien sûr. Vous imaginez donc l'envol que prendra cette activité et tout ce qui va l'accompagner. Super. Oui. On a encore des questions à vous poser, mais avec faute plaisir, de temps, on risque de faire court, puisqu'on arrive déjà au terme de cet entretien. Oui, mais on a quand même dit l'essentiel. Et si je vous demande de conclure, par quel message aimeriez-vous conclure cet entretien? Voilà, pour conclure, je vais dire un hommage distingué au chef de l'État qui, par sa volonté, a donné corps aujourd'hui à la décentralisation avec tous les avantages que cela véhicule. C'est-à-dire, vous me suivez? Lui-même fait pas... Non, moi, je n'ai pas dit ça. Non, je dis, il est dans votre commune. Oui, bon, il est de notre commune. commune. Il est bon ou il est dans votre commune? Je dis, il est de notre commune. Ah, voilà, je confirme ce que vous dites. On peut acclamer pour cela. Ah oui, voilà. Donc, la célérité dans la réponse à apporter aux attentes et aux besoins de nos concitoyens devient une réalité. Et c'est grâce à cette volonté politique. Voilà. Au-delà de ça, nous allons dire également toute notre gratitude à tout le conseil municipal de la commune de COSA 2, à la tête de ce conseil, Madame le maire, le personnel administratif et les autres acteurs dans le système, à savoir la chefferie traditionnelle, les communautés de développement à la base, lesquelles sont des maillons très importants dans tout ce qui se fait sur le territoire communal, à ne pas perdre de vue les organisations de la société civile qui nous accompagnent dans tout ce que nous faisons, aux partenaires qui sont déjà là et aux autres à qui nous tendons la main. Nous n'allons pas oublier la télévision togolaise, à son directeur, pour l'opportunité que vous nous avez donnée de communiquer et d'éclairer un tant soit peu nos concitoyens sur les actions qui sont les nôtres dans cet exercice que nous avons entamé. Et ça fait un long parcours avec beaucoup de difficultés, mais nous avons une ferme volonté pour arriver à terme. Parce que là, nous avons fait un travail qui a conduit à une vision. Ça, je me tiens donc de la communiquer ici. La vision pour la commune de COSA 2 à l'horizon 2031, c'est donc que la commune de COSA 2 dispose d'une administration forte, dynamique, avec des infrastructures de qualité, accessibles à tous, susceptibles donc de stimuler une économie locale, le tout dans un cadre de vie durable. Et ça, c'est impeccable. C'est notre rêve et il est devant. Et tous les jours que Dieu fera encore, nous travaillerons pour traduire ce rêve dans la réalité. Super. Merci beaucoup. Monsieur Aliki Dessaesso, conseiller municipal à la commune COSA 2, représentant donc Madame le maire sur ce fauteuil rouge. Merci d'être passé sur notre plateau. Et vous permettez que je salue aussi Monsieur Assongbaye Lossin qui a facilité en tout cas l'organisation de ce plateau dans votre commune. Merci beaucoup à vous. Maintenant, vous restez. On va permettre, grâce à la CNSS, de faire des gagnants, voilà, de faire des heureux parmi nos amis qui sont là. De magnifiques cadeaux à distribuer. Et instant jeu, je vais juste vous poser des petites questions et vous me donnez juste des petites réponses. Et puis vous repartez avec de magnifiques cadeaux offerts par la CNSS. Instant jeu. Bonsoir monsieur, comment vous allez? Je vais très bien. Présentez-vous. Je m'appelle Kadjeza Mario, je suis étudiant en master en planification du développement. D'accord. À l'université de Cara. Super. J'ai une question toute simple et grâce à la CNSS, si vous me donnez la bonne réponse, vous repartez avec ce magnifique pagne. Voilà. Je vous le montre déjà. Oui. Voilà. Enfin, pagne complet, hein. Voilà. OK? Ça vous tente? Oui, ça me tente. Définissez-nous CNSS. La CNSS se définit comme la Caisse nationale de sécurité sociale. Super. Voilà. Donc, vous repartez
avec ce magnifique pagne offert par la Caisse nationale de sécurité sociale. Voilà, félicitations à vous. Merci beaucoup. Oui. Et je passe aussi par cette occasion pour remercier la CNSS qui me donne l'occasion de gagner ce magnifique pagne qui me permettra peut-être de m'habiller demain. Ah oui, pas peut-être. Ah oui, allez vous faire un joli costume. Ou bien vous pensez à l'autre. C'est ça? Ah, on ne sait jamais. Bon, c'était la première idée quand même. Ah, c'était la première idée. Allez, merci beaucoup. Bonsoir, messieurs. Comment vous allez? Comment vous vous appelez? Bonsoir, monsieur Magloire Nania. Je me porte très bien, si je peux le dire ainsi. Je me nomme Gloria Dikou, juriste en première année de formation à l'Université de Cara. Très bien. Voilà, donc c'est grâce à la Caisse nationale de sécurité sociale que vous allez repartir tout à l'heure avec un magnifique cadeau. Je vais voir ce que je peux déjà vous offrir. Oui, j'ai un joli t-shirt, une casquette et puis une clé USB. OK? D'accord. Voilà. Dites-nous le nom du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Si j'ai une bonne mémoire, le nom du directeur ou de la directrice générale de la Caisse nationale de la sécurité sociale, c'est Ingrid Awadi. Madame le directeur général. Voilà. Alors je rectifie, Madame le directeur général. Voilà, Ingrid Awadi. Félicitations à vous. Merci. Donc, casquette, t-shirt et puis une clé. Il faut qu'on voit la clé. Voilà, elle est là. Pardon. Très bien. Félicitations aussi à vous. Merci. Ah, ok. C'est important. Oui. Voilà, félicitations à vous. Merci beaucoup pour votre participation. La suite? Oui, venez. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Magloire. Vous allez bien? Très bien. Super. Vous vous appelez? Je m'appelle Christian Akakbo. Christian Akakbo. Christian Akakbo. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant en droit à l'Université de Cara. Très bien. Je suis le président de la fêtière des associations et clubs étudiantins. Super. Voilà. Je prends à tout hasard. Qu'est-ce qu'on a? Oui. On va varier les cadeaux. J'ai une housse pour mettre vos habits, je crois. Ah non. Le tablier. Oui. Et puis une pochette. Vous voyez un peu? Ça fait un sac. Ah, c'est magnifique. Oui. Et puis une clé USB. C'est bon? C'est bon. Où se trouve le siège social de la Caisse nationale de sécurité sociale? À Cara? Non, au Togo, où se trouve le siège? Le siège se trouve pas loin de l'Université de Lomé. Vous dites? Pas loin de l'Université de Lomé. Pas loin de l'Université de Lomé. Donc à Lomé. À Lomé. Bien naturellement. Félicitations. Merci beaucoup. Attendez, je vais vous aider. Voilà, on va mettre ça et... Oui. Très bien. Et puis votre clé USB. Il faut que je la montre aussi aux téléspectateurs. Voilà, une magnifique clé USB. Merci beaucoup. Voilà, le tout est fait par la Caisse nationale de sécurité sociale. Merci beaucoup. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Magloire. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Babaki Agnès. Babaki? Agnès. Agnès. Faites quoi dans la vie? Non, soyez relax. Voilà. Je suis étudiante à l'Université de Cara. Ah, c'est la présidente de l'Association nationale des timides du Togo. Allez, très bien. On joue une question tellement facile. Quel est le nom, sinon le nouveau nom, de l'hôpital Saint-Pérégrine? Non, ça ne vient pas? Docteur? Ça vient pas? Ça vient pas. Ça vient pas, ok. Non, c'est bon. On va vous donner un prix de consolation. Voilà, c'est mieux. On va donner la chance à celui qui connaît bien le nom. Allez,
Merci. Oui, et tablier plus pochette. Voilà. Merci beaucoup. Oui, oui, venez. Elle a balisé le terrain. Ah oui. Allez, bonsoir. Bonsoir. Moi, je réponds au nom de Songhai Donga, étudiante en SVT. Où ça? À Kara, à l'université de Kara. Très bien. Le nouveau nom de Saint-Périgrin, c'est Dr Lafier. Docteur Lafier, c'est la bonne réponse. Allez, félicitations et vous repartez avec un pagne. Voilà. Oui, donc, pagne complet. Hein? Ah oui, il faut le préciser. Merci donc, beaucoup. fait par la Caisse nationale de sécurité sociale. Merci beaucoup à la Caisse nationale de sécurité sociale. Très bien. Merci aussi à vous. Un dernier. Oui, voilà. Ah, quand même, monsieur le délégué. Bien, vous allez bien? Oui, je présentez-vous aux téléspectateurs. Je suis Kouadima Pougim. Je suis étudiant à l'université de Kara. D'accord. La question n'a rien à voir avec la Caisse nationale de sécurité sociale. Tenez bien votre micro. Quel est le nom du conseiller municipal qui nous fait l'honneur d'être sur le fauteuil rouge? Oui. Non, on ne souffle pas, attention. Aliki. Vous dites? Aliki. Oui. C'est l'unique que j'ai retenu, l'unique nom que j'ai retenu. Si vous ne donnez pas la bonne réponse, vous n'aurez même pas un prix de consolation. Parce que là, oui. Oui. Il a fait toute l'émission avec nous. Vous devez pouvoir. C'est monsieur? Non, vous pouvez... J'ai caché déjà le papier. Oui, c'est monsieur? Ça ne vient pas. Oh là là. Pour avoir eu le courage de passer, je vous donne quand même un truc de consolation, voilà. Un t-shirt et une casquette. Grâce à la Caisse nationale de sécurité sociale. Merci beaucoup. Qui connaît bien le nom? Oui, venez. Voilà. Bonsoir, vous vous présentez. Je réponds au nom de Koumako Oboubé. Je suis étudiante à l'université de Kara. Très bien. Et le nom du conseiller municipal? C'est monsieur Aleki Dissaïso. Aleki Dissaïso. De Sasso. Très bien. Très bien. Qu'est-ce que j'ai encore? Voilà. Tablier, pochette et je vous ajoute une clé USB. OK? Allez, félicitations. Merci. Merci beaucoup à la Caisse nationale de sécurité sociale et un grand merci à Madame le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Madame Ingrid Awade, une dame dynamique, on va dire, et qui fait beaucoup. Qui fait beaucoup pour la jeunesse. Oui, on peut l'applaudir. Merci. Et on va terminer. On va donc permettre à notre cher ami artiste, présent parmi nous sur ce plateau, de nous montrer un peu l'étendue de son talent en matière de musique. Ce sera en chanson, bien naturellement, et puis en pas de danse. Et on va avec Evala. Juste, voilà. Héritage de papa Yassimbe et Yadema. Vous avez participé. Hero Music. Jordan Bipro. C'est la fête traditionnelle de mon pays. C'est la fête traditionnelle de mon pays. C'est la fête traditionnelle de mon pays. Et voilà, au grand nord du Togo. Et voilà, c'est la fête
Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Fort et son Gina Nyassimbe. C'est notre fête. Monsieur le ministre Possi Lamadokou, Monsieur le préfet Bakali, Monsieur le préfet Etienne Kadevi, Ingrid Awade, Honorable Monsieur le maire Menya Singbe, tous les maires de la COSA et tous les chefs cantons de la COSA. Bonne fête à tout le monde. Alors donc, pour terminer, on reçoit M. Takoda Badawa, soit artiste peintre, sur ce plateau. Quand on préparait l'émission, on m'a dit qu'il a un tableau pour nous. Voilà, il nous dira ce que c'est et ce que ce tableau symbolise. Oui, vous restez comme ça et puis voilà, on va échanger. Bon, mon nom c'est Takoda Badawa, je suis artiste peintre. Je fais des encadrements et des décorations, le cubisme et le relief aussi. Voilà. Et des portraits, la nature morte et tout. Bon, ce tableau, par exemple, c'est l'excision chez la jeune fille, quoi. Donc, vraiment, dans certains contrées du Grand Nord, bon, ils continuent de pratiquer cette coutume. Non, ce n'est pas bien. J'allais dire que ce n'est pas une bonne chose. Voilà, donc on doit cesser toutes ces choses-là parce que ça peut l'empêcher la fécondité au futur. Oui. Voilà, c'est donc c'est tout ce que moi j'ai dit. Oui, c'est voilà, un tableau pour dénoncer cette pratique, justement. Voilà. Et merci beaucoup. Non, donc, vous êtes dans la décoration et vraiment dans la décoration et puis l'encadrement. L'encadrement. Et le tourisme aussi, bon, il y a beaucoup de choses dedans. Voilà. On laisse un contact? Ouais, il n'y a pas de souci. C'est 92 68 11 46. Le 92 68 11 46. Vous pouvez le faire sur commande? Il n'y a pas de souci. Le tableau, ok, d'accord. Ouais, il n'y a pas de souci. Et vous abordez souvent quel thème dans... Les thèmes, oui, les thèmes que bon, vous... Les thèmes, ça dépend. Bon, c'est ce qui parle de notre pays. Très bien. Voilà, ok, super. Voilà, merci. Oui. Merci beaucoup, monsieur Ouais, Takoda Badawa. Merci. On les accompagne, super. Et merci pour le tableau, ce magnifique tableau. Merci beaucoup. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup. Elle a été donc tournée dans COSA 2. On remercie en tout cas toutes les autorités de cette commune. Et sur ce plateau, on a eu monsieur le conseiller Aliki. Merci beaucoup d'être venu. Et merci à vous, Luc, Samuel. Merci, voilà, Abel, Justin. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Et merci surtout à vous. On peut s'applaudir, s'il vous plaît, les étudiants de l'Université de Kara. On sera dans une autre commune dimanche prochain. Ne ratez pas ce numéro, ça promet. Voilà. On fait de la télé 3.0 en région. C'était COSA 2. Allez, bonne soirée.